On s'intéressera ce soir à Gbagba. Les routes de ce quartier situé dans la commune de Bingerville sont impraticables. Plusieurs maisons sont sur le point de s'écrouler. Parcourir de longues distances pour se rendre à l'école, c'est le lot quotidien de nombreux élèves et étudiants. Nous irons ce soir sur les traces de ces apprenants. Le 6 octobre 1981, le président égyptien Anwar el-Sadat est assassiné. Votre éphéméride à suivre en fin de journal. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On ouvre donc ce journal par ce focus sur Gbagba. Ce quartier situé dans la commune de Bingerville ne paie pas de mine. Les routes sont impraticables, plusieurs maisons sur le point de s'écrouler. S'ajoute à ce tableau peu reluisant l'insalubrité qui y règne. Pargassoro connaît. Des caniveaux à ciel ouvert, de la boue, des eaux usées. C'est le visage que présente le quartier Gbagba dans la commune de Bingerville. Cette situation d'insalubrité expose les populations à de nombreuses maladies. Parmi ces populations exposées, Zénab, la cinquantaine révolue. Veuve, elle habite ce quartier depuis 1978. Vraiment, notre quartier n'est pas propre. L'eau sale coule partout. Nyama, nyama. On ne peut pas respirer. Tout en nous, on est malade. Si la pluie vient là, c'est gâté. On sort maintenant, on ne peut plus rester chez nous. À preuve, elle décide de nous faire découvrir les ordures situées derrière sa fenêtre. Un véritable nid de rats, de moustiques, de mouches et autres insectes. On fatigue ici, on souffre. Dans des jours là même, ça va même pas, Cet état d'insalubrité du quartier Gbagba offre l'occasion à certains enfants de se soulager en plein air sans être inquiétés. À ceux qui refusent la maladie, des précautions sont alors à prendre. Une moustiquaire imprégnée, par exemple, pour lutter et se protéger contre les piqûres de moustiques. En plus de l'état d'insalubrité, les logements ne sont pas mieux lotis. Il suffit d'une forte pluie pour que ces maisons suspendues du fait de l'érosion s'écroulent. Tout comme ces logements, l'école du centre d'action communautaire pour l'enfance est aussi menacée. Les élèves du groupe scolaire Espoir Gbagba 1 sont sûrement dans le désespoir. Ils doivent obligatoirement affronter ces ponts de fortune pour avoir accès à leur école. Des ponts que l'on retrouve également dans les rues et ruelles du quartier. De véritables dangers qui guettent les habitants de Gbagba. Ça nous rend malades. On demande au maire d'abord qu'ils viennent assainir le quartier, s'ils peuvent nous aider à bien faire le caniveau jusqu'à la lagune, ça va nous plaire. Au secours, l'État, au maire, il n'a qu'à venir au secours regarder notre quartier. Si tout notre quartier là même, c'est même pas ça, notre quartier c'est même pas ça. Il n'a qu'à arranger. À ces difficultés s'ajoutent les voies du quartier qui sont inaccessibles, difficiles pour les véhicules d'y circuler. Autre souci à Gbagba, les ravins qui jonchent les maisons. Les autorités municipales entendent dans le programme triennal de 2017 sortir les populations de cette situation. Nous sommes en train de mettre en place une équipe pour qu'un véritable lotissement digne de ce nom soit fait parce que le site est un site merveilleux qui part d'une pente jusqu'à la lagune. Nous allons le lotir et voir dans quelle mesure nous pourrons faire les attributions aux résidents. Et nous avons pris l'engagement d'aider tous ceux qui seront touchés par les infrastructures à mettre en place, c'est-à-dire la voirie et autres, de leur trouver un point de recasement. Les populations de Gbagba doivent donc prendre leur mal en patience et espérer la réalisation de ce programme tel que promis par le premier magistrat de leur commune. Parcourir de longues distances pour se rendre à l'école, beaucoup d'élèves et étudiants en font encore de nos jours l'expérience. Se réveiller à 5 heures, oui, mais pas toujours évident d'avoir un moyen de transport à temps de la maison à l'école. Un sujet proposé par Astou Touré. Cocody, carrefour de la vie. Il est 17h30. À un arrêt de bus se trouvent des étudiants qui attendent en vain un autobus pour regagner leur domicile. Nous sommes là depuis 1h30. On attend le bus et c'est pas arrivé. J'attends un peu pour voir. S'il n'est pas encore arrivé, j'emprunte le Gbagba pour pouvoir rentrer à la maison. C'est un peu cher, mais on peut le faire avec. Si vraiment on veut arriver à temps à l'école. Tous les moyens de transport sont bons, pourvu qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Je quitte dans la commune d'Abobo pour venir fréquenter au lycée classique d'Abidjan. Souvent, je quitte à la maison à 5h30. Je prends Gbagba pour descendre à la gare Nord. Maintenant, je prends le bus pour arriver au lycée classique. 18h30. Aucun bus. Les élèves fatigués se laissent gagner par l'impatience. Je peux venir m'asseoir ici de 16h jusqu'à 18h, ou parfois 19h avant d'avoir le bus. Les conditions financières qui sont le plus souvent difficiles. Donc lorsque nous finissons les cours,
nous sommes dans l'obligation d'attendre le bus pour rentrer à la maison. Cette situation n'est pas sans conséquences sur les études. J'ai quitté la maison à 5 h, l'arrêt de Yopougon. Quand je suis arrivé là-bas, il y a un bus qui est déjà parti. Donc je suis arrivé en retard à l'école. Il y a eu 2 heures d'absence. Alors que chez nous là-bas, 2 heures d'absence, ça fait moins de 2 sur la conduite. On ne veut pas entrer en classe. Le bus vient à 20 h, 20h30. Le temps d'arriver à la maison, c'est trop tard. Donc 22 h, 21h30, tu arrives à la maison, tu es tout fatigué. Pour pouvoir étudier, mais tu as des problèmes. À l'université Félix Houphouët-Boigny, le constat est identique. L'angoisse se lit sur les visages, une longue file d'attente. Ici, le mot calvaire est le quotidien de ces apprenants. Ils sont souvent exposés à des agressions de toutes sortes. L'année dernière, on a eu une camarade qui partait composer pour cette question de bus, qui s'est sentie vraiment dans l'obligation de se réveiller très tôt le matin. Et là, hélas, elle a été tuée. Devant l'ampleur de la situation, certains tentent de trouver une solution, l'autostop. Ils préfèrent jouer à ce jeu malgré les risques. J'attends le bus comme tout le monde. Moi, souvent, comme ça, quand ça ne va pas, aux environs de 17h, 18h, parce que mes parents se plaignent à la maison. Donc, je vais en projet à la vie, il laisse la liberté, puis je marche par la maison. Je fais de l'autostop souvent, quand ça ne va pas en tout cas. Quand je n'ai pas d'argent pour emporter, je fais de l'autostop. Élèves ou étudiants, tous n'ont qu'un rêve, celui de voir ce calvaire prendre fin. Apparemment, où la réhabilitation du centre de formation professionnelle et du lycée professionnel est en cours. Ces établissements seront bientôt livrés. Pour l'heure, l'ouverture prochainement d'un lycée professionnel spécialisé dans les métiers des mines est annoncée. Ève Boué. Bâtiments décoiffés, murs décrépits par l'usure du temps, broussailles, matériel hors d'usage. C'est le visage de l'atelier de la mécanique générale du centre de formation professionnelle du Mans CFP après les nombreuses années de crise militaro-politique. Résultat, la filière de la mécanique générale est fermée depuis la réouverture de l'établissement en 2008. Idem pour la menuiserie et la maçonnerie. Seules les filières de la mécanique automobile et la construction métallique fonctionnent tant bien que mal avec du matériel obsolète ou manquant et un besoin en personnel enseignant. Les profs de spécialité en mécanique auto, ils sont en nombre insuffisant. En construction métallique, ils sont en nombre insuffisant. Des préoccupations partagées par la tutelle, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Paul Kofi Kofi, est en visite sur les lieux pour prendre la pleine mesure des réalités. Une bonne nouvelle à l'horizon pour ces structures fortement dégradées. Concernant le centre de formation professionnelle, il bénéficie donc d'un appui de l'Union européenne dans le cadre du projet Proform. Le démarrage de la réhabilitation va se faire en 2017. Si le CFP de Mans doit attendre 2017 pour se refaire une nouvelle beauté, le lycée professionnel de Mans, quant à lui, a presque terminé son relooking. 98% des taux de réalisation selon le ministre. Restent quelques éléments résiduels comme la finition de la clôture, la toiture et la réouverture de l'internat. Toutes ces actions concourent à redorer le blason du secteur de la formation professionnelle à Mans et cerise sur le gâteau. Il a aussi prévu un lycée spécialisé dans les mines, dans les métiers des mines. Mans est une région d'expérimentation de nos réformes. De nouveaux visages pour les structures dégradées, un lycée professionnel spécialisé en mines. On peut le dire, la réforme au niveau de la formation professionnelle est en marche dans la région du Tonkbi. Tout à fait autre chose à présent. Plus de 300 femmes entrepreneurs sur une même plateforme. Elles participent depuis ce matin aux Journées de l'entrepreneuriat féminin. Un espace d'échange offert par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Juliette Ouéa. Une étude faite en 2013 par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Sur 800 entreprises, environ 133 appartiennent aux femmes. Leur capacité à entreprendre reste donc très inférieure à celle des hommes. Autre difficulté, l'accès au financement. Il faut quand même avoir un financement. Je n'ai pas de financement. Je vole de mes propres ailes. Il faut déjà sortir de l'informel si on veut pérenniser son activité. C'est donc pour encourager l'entrepreneuriat féminin et booster le leadership des femmes que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, soutenue par ONU Femmes, organise les 6 et 7 octobre la 2e édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons un plaidoyer qui va permettre de lancer un appel aux partenaires au développement pour qu'ils permettent de nous accompagner dans cet élan d'identification des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons pour objectif
de peser. Que valent ces femmes entrepreneurs dans l'économie ivoirienne en Côte d'Ivoire? Et pour répondre à ces préoccupations, il nous faut chiffrer, identifier. Au menu, des échanges d'expériences, panels et autres présentations de programmes d'appui aux femmes entrepreneurs. Les deuxièmes journées de l'entrepreneuriat féminin s'annoncent fructueuses. Le ministère de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises envisage dans les prochains jours des mesures pour alléger la fiscalité des PME. On parle football à présent. En bref, éliminatoire Russie 2018. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire est arrivée aujourd'hui à Bouaké. Les éléphants qui doivent affronter samedi les aigles du Mali. Toujours en football, les meilleurs acteurs des Ligues 1 et 2 de la saison écoulée ont été primés. Kango Simon du Sporting Club de Gagnoa décroche le titre du meilleur joueur du championnat ivoirien. Dembélé Denis, lui, est désigné cette année encore meilleur sifflet ivoirien, c'est-à-dire meilleur arbitre. Et le meilleur entraîneur, c'est César Amaniao de l'Est Tanda. Tanda qui, pour la seconde fois consécutive, est championne de Côte d'Ivoire. Haïti dévasté, l'ouragan Matthew a fait au moins 100 morts. Haïti qui a reporté les élections générales qui devaient avoir lieu dimanche prochain. L'ouragan poursuit sa course ce jeudi. La Floride aux États-Unis, battue par les vents, plus de 2 millions d'Américains ont été sommés d'évacuer le littoral atlantique. 90% des vols prévus ce jeudi à Miami ont été annulés et Disney World va fermer. Les Jeux sont faits. Le Portugais Antonio Guterres, 67 ans, sera le 9e secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU. L'ancien haut-commissaire aux réfugiés a été officiellement désigné par le Conseil de sécurité pour succéder à Ban Ki-moon en janvier 2017. On s'intéresse au 6 octobre de l'année 1981. Ce jour-là, durant une parade militaire, un commando ouvre le feu sur la tribune officielle. Le président égyptien Anwar el-Sadat est tué. Un mois auparavant, le Raïs avait lancé une offensive contre les intellectuels et activistes. Il avait fait emprisonner plus de 1600 personnes. Franck Kouadio. 1981, Anwar el-Sadat est assassiné au cours d'une revue militaire par un commando le 6 octobre, un commando qui ouvre le feu sur la tribune officielle. Voici la fusillade qui éclate. Des hommes se sont arrêtés juste face à la tribune du président Sadat et sont en train de tirer d'abord une grenade et ensuite des armes automatiques. L'histoire politique de Sadat, président de la République arabe d'Égypte de 1970 à 1981, prend un tournant en 1970 après la mort du président Nasser à qui il succède. Le 6 octobre 1973, il décide d'attaquer Israël. De concert avec la Syrie, il mène son pays dans la guerre de Kippour. L'objectif est de reprendre le Sinaï perdu en 1967 lors de la guerre de 6 jours. La bataille est âpre, gagne en prestige et un cessez-le-feu est négocié par les États-Unis et l'URSS. Le 17 septembre 1978, les accords de Camp David sont signés. Sadat et Menahem Begin reçoivent le prix Nobel de la paix. L'accord reste cependant fort peu apprécié dans le monde arabo-musulman. Pour certains, il s'agit d'une trahison. Puis arrive le 6 octobre 1981. Les soutiens internes de Sadat le lâchent face à la crise économique qui a cours. Sadat lance alors une répression contre les activistes à son régime et durant une parade militaire filmée au Caire, il est assassiné. Un meurtre attribué à des membres de l'armée appartenant au djihad islamique égyptien. Voilà qui met un terme à cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.